J'ouvre tout de suite notre second débat volontairement décalé de l'actualité du jour. Vous le savez, débat de société. Notre objectif, c'est de prendre du recul, de vous proposer des clés de compréhension des mutations de la société française à quelques jours de la fin du tirage au sort des citoyens qui vont participer à la Convention sur la fin de vie. On va se demander s'il faut modifier la loi Claes-Leonetti, celle qui s'applique aujourd'hui, comme dans ce centre de soins palliatifs où s'est rendu Pierre-Henri Holderbaum. Cette infirmière de l'équipe mobile des soins palliatifs de Dinan a accompagné pendant de nombreux mois un homme d'une 60aine d'années atteint de la maladie de Charcot. Laetitia se rend au domicile de l'épouse qui a bien voulu témoigner anonymement. Bonjour. Et vous, donc par les appels, du coup, vous aviez vraiment un soutien, une écoute. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir discuter. On est perdu, on sait que, en plus c'est une maladie, on sait que il n'y a rien. Je n'aurais jamais voulu, moi, voir Yvonique souffrir, jamais. Des périodes difficiles où l'euthanasie a parfois traversé l'esprit de cette femme. Ce qu'il a pu exprimer, c'est d'être dans cette demande. Il l'a dit, pas d'acharnement. Oui, il a dit pas d'acharnement. Il n'a pas dit je veux mourir ou je demande à mourir. Non, jamais. J'allais pas rentrer dans le sujet de sa fin de vie parce qu'il était tellement battant. Vous l'avez accompagné dans la vie. Ah oui, ah oui. Leur mission, apporter un soutien et être à l'écoute du patient et des familles, mais aussi l'accompagnement à la réflexion de prise de décision parfois complexe. Une méconnaissance du métier aux yeux du grand public, alors qu'une convention citoyenne sur la fin de vie va prochainement débuter. Le soin palliatif, ça veut dire qu'il n'y a plus de traitement possible pour guérir la pathologie. Mais on fait un accompagnement de vie. On n'est pas là juste pour faire des soins techniques. On n'est pas là juste pour faire une injection, on n'est pas là pour faire une toilette. On est là pour être bienveillant, pour faire notre maximum pour le patient. Confrontés à la fin de vie quotidiennement, ils ont une vision différente des attentes de la société sur l'ouverture de l'aide à mourir. Selon un sondage IFOP, 78% des Français souhaitent un changement de la loi en faveur de la légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Au regard de tous les patients qu'on a eus, des gens qui étaient pour avoir une euthanasie et qui sont arrivés chez nous en soins palliatifs, la soif de vivre était encore la plus forte, quoi. Donc c'est pour ça, c'est très compliqué. Alors d'aujourd'hui, moi, je sais que je ne pourrais pas pousser une seringue pour dire non. Le soin, est-ce que c'est jusqu'à donner la mort? C'est une vraie question. Ça implique aussi des choix de société avec des répercussions qui sont énormes. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Moi, à titre personnel, je ne pense pas que je pourrais répondre à une demande d'euthanasie. En tout cas, pas quelque chose qui se ferait seul face aux patients. Dans le bureau de l'équipe mobile des soins palliatifs. On fait le point. Ouais, comment on s'organise demain? Je sais pas qu'on va faire la première visite à domicile, faire la connaissance, voir le projet de vie. On s'inquiète tout de même du débat, même s'il reste utile pour l'un des médecins. Après, je crains qu'on précipite un peu les choses parce que depuis 20 ans, on n'a pas pu pratiquer des soins palliatifs au niveau où on l'avait envisagé. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a probablement un tiers de la population qui n'a pas accès du tout à des structures de soins palliatifs. Mais cette convention citoyenne masque des problèmes bien plus profonds. Cette discussion ne nous apparaît pas prioritaire en tout cas, et qu'elle apparaît à un moment où il y aurait bien d'autres choses à faire, comme revoir le système de financement des hôpitaux, ça on n'en parle plus. C'est vrai que c'est une loi qui va arriver, qui va être extrêmement clivante sur le plan des prises de position, et qui risque d'esquiver les vrais problèmes de l'hôpital, qui est en vraie crise aujourd'hui. Il y a une composante économique à notre sens, à mon sens en tout cas, dans la loi sur l'euthanasie. Le 13 septembre dernier, le Conseil consultatif national d'éthique a pour la première fois rendu un avis favorable à l'ouverture de l'aide à mourir. Une fois terminée, la Convention citoyenne remettra ses conclusions au gouvernement. Je vous présente mes invités. Florence Lassarade, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes médecin, vous êtes sénatrice LR de Gironde et secrétaire de la commission des affaires sociales du Sénat. Valérie Depade, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Maître de conférence en droit privé, spécialisé en biomédecine et membre de la commission SICAR sur la fin de vie. Denis Labelle, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin, vous êtes coprésident de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie et votre livre Le médecin, la liberté et la mort pour le droit de choisir sa fin
train de vie, livre publié chez Plomb, et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Je vais rappeler pour commencer ce débat, pour ouvrir ce débat, ce que dit la loi Claes-Leonetti. Elle prévoit la possibilité de recourir à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes malades dont le pronostic vital est engagé à court terme avec arrêt de tous les traitements. Florence Lassaradde, est-ce que cette loi elle est adaptée à la situation ou est-ce qu'il faut la changer ? Alors, je pense que si elle est bien appliquée, elle est adaptée à pratiquement tous les cas. Je pense que la maladie Charcot, par contre, pose peut-être question. Enfin, mais est-ce qu'on doit mettre une exception dans une loi ? J'en sais rien. Le problème, c'est que l'accompagnement, en particulier à domicile, se fait très mal. Et vraiment, tous les patients n'ont pas la chance de pouvoir organiser un parcours complet. On ne sait pas quelle sera l'heure de la mort, mais on en a quand même une petite idée. Et il manque vraiment d'accompagnement. En fait, la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment appliquée, à mon avis. Oui, ça pose la question, on y viendra dans ce débat, sur l'accès aux soins palliatifs en France, qui est évidemment une vraie dimension de difficulté et du débat. Valérie Depatte, quand on parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des raisons, enfin dans un but de confort, lorsque la personne est proche du décès, le Conseil d'État estime cette période de quelques heures à quelques jours, on endort la personne, on l'endort de façon à ce qu'elle ne se réveille pas jusqu'au décès. Donc, comme on est très près du décès, elle va décéder de sa maladie. Ce qui ne serait pas possible, bien sûr, à moyen terme. On ne pourrait pas utiliser cette technique. Donc, c'est un temps où la personne est endormie, où beaucoup de médecins, je ne peux pas parler, en plus je ne suis pas médecin, mais je travaille avec des médecins réanimateurs qui sont très sceptiques vis-à-vis de cette période de sommeil, qui est une période pendant laquelle on ne sait pas exactement, c'est ce qu'ils disent, ce qui se passe pour le patient. Et on ne sait pas s'il souffre ou pas, on sait pas. Ne serait-ce que des cauchemars vieux, on ne sait pas de toute façon. Et cette période est très dure à vivre pour les proches, ça c'est l'expérience qui le montre. Donc voilà, je pense que cette sédation profonde et continue dont on comprend le sens, elle permet de ne pas transgresser l'interdiction de porter atteinte à la vie, le serment d'Hippocrate, c'est une mesure de confort. Mais l'application montre, ou en tout cas montrer aux médecins qu'il reste des zones d'ombre difficilement acceptables. Elle dure combien de temps, cette sédation ? De quelques heures à quelques jours, en principe. Mais quelques jours, ça peut être très long quand on voit le corps souffrir. Ah oui, c'est ça, pour les proches. Voilà. Vincent Lambert, je crois que ça a été 9 jours. 9 jours. Denis Labelle, dès 2007, je crois, vous aviez lancé un manifeste de 2000 soignants reconnaissant avoir pratiqué l'euthanasie. À propos de la loi Claes-Leonetti et de cette sédation profonde, vous dites que ce sont les conditions d'application qui sont trop restrictives. Expliquez-nous pourquoi. Si vous voulez, l'intitulé de cette loi est positif. Sédation profonde et continue jusqu'au décès. On a l'impression d'entrer dans un projet de société intéressant. Le seul problème, c'est que peu de gens lisent l'application de cette loi qui a été écrite par la Haute Autorité de Santé sous l'impulsion, c'est marqué, de la Société française de soins palliatifs. Or, l'application, pour nous, pose d'énormes problèmes. En ce sens, à la fois sur le plan des indications, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à un stade pré-mortem, avoir des douleurs incontrôlables. Alors là, vraiment, je trouve que sur le plan humain, il y a un vrai problème. Et puis, ça élimine un certain nombre d'indications, comme ce qui a été dit, toutes les maladies neurodégénératives. Et puis, il y a un problème méthodologique profond qui nous pose un problème éthique à nombre de médecins. On nous demande de déshydrater les malades, soi-disant que ça accélère, mais c'est faux. Si on veut accélérer, il suffit d'augmenter les doses de sédatifs et de morphiniques. C'est une évidence. Et la deuxième chose, c'est que la sédation telle qu'elle est proposée est progressive. Si bien que vous aboutissez à une agonie prolongée, pour moi inutile. Mon frère est mort en 2021, hémorragie cérébrale, 1 mois d'agonie. 1 mois d'agonie. Il faut savoir ce que ça représente pour le patient qui jeûne. Ce que vous disiez est tout à fait exact, on ne sait pas ce qui se passe. Et pour les familles, c'est quelque chose de terrible. Et pour le personnel soignant. Donc on est devant une loi avec un texte, enfin je veux dire un intitulé positif et une application qui n'est pas acceptable. Ouais. Est-ce qu'il faut dresser une liste précise, Florence Lassaradde, vous avez déjà répondu, des maladies pour lesquelles les patients pourraient demander l'euthanasie ?
Non, c'est ce que je disais d'ailleurs. Est-ce qu'on peut donner une indication sur une maladie donnée? Non, mais moi j'étais interpellée en post-mortem. J'ai reçu un courrier d'une personne qui a eu une maladie de Charcot et qui me demandait de faire quelque chose. Par contre, j'ai personnellement accompagné mon mari, moi, jusqu'à la fin et je ne me serais pas venue à l'idée que quelqu'un vienne pousser la seringue. Et il m'a demandé, ça fait 2 jours que je demande qu'on m'aide à mourir. Et je lui dis, on parlait assez naturellement, tu sais, ça va pas tarder. Alors il me dit, bon, ah bon, voilà. Les soins palliatifs. Mais c'est aucun accompagnement. Mais j'avais beaucoup de médecins. Enfin, si, un accompagnement familial. Mais c'est vrai qu'au point de vue, structure de soins palliatifs, comme on n'était pas sur notre lieu de résidence, mais sur notre lieu de vacances, ça s'est pas fait. Il a fallu se débrouiller quand même. Il y a eu cet échange. J'ai demandé qu'on m'aide à mourir. Ouais. Ça ne vient pas. Et puis, en même temps, ça faisait quand même des mois qu'il s'accrochait à la vie, etc., qu'il avait un instinct de survie terrible. Et spontanément, ça ne va pas tarder. Et le fait de dire ça a désamorcé son angoisse. Parce qu'il y a la souffrance physique, mais il y a aussi l'angoisse de la mort chez le patient. Et je crois que ça, c'est... Quand un patient, c'est pas un objet, il faut vraiment mesurer cette souffrance psychologique, je pense. C'est peut-être ce qui manque à l'hôpital, non? Moi, j'ai pas, et puis on n'a pas forcément envie d'aller à l'hôpital. L'hôpital, moi, ce que je me suis entendu dire, parce que c'est vrai, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On repart à l'hôpital. En même temps, il y a des protocoles avec des pochons de morphine. Enfin, moi, on aurait pu l'organiser. On me dit, il faut l'hospitaliser parce que ce que vous faites est dangereux. Vous voyez, il y a quand même aussi un décalage parfois entre ce qu'on entend et la vraie vie. J'entends ça. Je repose, pardon de reprendre la main, mais puisque vous avez réagi très spontanément, parce surtout que pas une ça, Pourquoi ce serait dangereux pour vous? C'est pas dangereux, à mon avis, c'est mal adapté, tout simplement parce que chaque situation est particulière et singulière. Et une liste, finalement, semble dire toutes les personnes qui ont cette maladie. Alors déjà, c'est terrible psychologiquement lorsqu'on va annoncer à ces personnes qu'elles sont sur la liste, entre guillemets. Et puis, avec la même maladie, les personnes vont vivre tout à fait différemment. Donc, une liste, non. Vous savez, le même problème s'est posé en assistance médicale à la procréation pour les tests prénataux. On s'est demandé, pour pouvoir proposer une intervention médicale de grossesse, est-ce qu'il fallait dresser une liste des maladies graves? Et on l'a pas fait parce que les parents voilà. Ouais. C'est très singulier. L'humain, le cas par cas, c'est singulier. Une réaction, tout de suite, celle de Virginie Fosset-Diaz. Elle est chef de service en soins palliatifs à l'hôpital Bretonneau à Paris. Voici ce qu'elle nous dit. Il n'y a pas de demande d'euthanasie dans notre unité. Il y a quelquefois des demandes de sédation profonde et continue. La sédation profonde et continue, nous en pratiquons de temps en temps, mais ça répond à un cadre. C'est dans le cadre de symptômes non contrôlés, malgré toutes les thérapeutiques. Ce n'est pas une décision isolée, c'est une décision collégiale avec le patient ou sa personne de confiance et en équipe. Alors là, c'est un témoignage sur un service à l'hôpital Bretonneau. Elle dit qu'il y a peu de demandes. Denis Labelle, est-ce qu'on peut évaluer ça? Parce que la question qui vient avec, c'est est-ce qu'il faut changer la loi s'il y a peu de demandes? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, l'important, c'est d'écouter les malades. Oui. Et moi, qui suis dans un service hospitalier, j'écoutais les patients et les demandes sont extrêmement variables. Vous avez des gens à qui on dit vous allez partir en soins palliatifs, qui disent bon d'accord, bon c'est jamais par plaisir, d'être dans un cadre où les gens meurent. Puis il y a des gens qui vous disent écoutez, moi non, moi je préférerais rester avec vous, là vous êtes une équipe sympathique, je préférerais rester dans votre hôpital. Je connais les infirmières, je connais les médecins. Puis il y en a d'autres qui vous disent docteur, vous ne comprenez pas, j'ai envie de partir. Je n'ai pas envie d'être accompagné, j'ai envie de partir. Ce n'est pas la majorité. Mais il existe, ce pourcentage. Et je crois qu'une loi aurait 3 intérêts. Le premier, c'est en effet de répondre à ce pourcentage peut-être faible, mais qui existe de patients qui le demandent, l'aide active à mourir. La deuxième, c'est que ça modifierait considérablement la pratique des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue. C'est-à-dire qu'en Belgique, il n'y a pas de frontière entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. En France, il y a une frontière rigide. Et la troisième chose, c'est que cette loi
réduirait l'angoisse des gens. Moi, j'ai eu des patients, j'ai eu un médecin particulier qui avait un cancer du pancréas qui était extrêmement angoissé. Et il me dit, est-ce que vous m'aiderez? Je dis oui. Vous m'aiderez à partir? À partir. Je lui ai dit oui. Et à ce moment-là, il s'est remis à vivre. Il est parti voyager. Soulagé, quoi. Il s'est complètement dit, soulagé. Sa femme je sais comment ça va se terminer. D'une certaine façon, je déciderai du moment où ça va se terminer, donc je peux vivre. Je peux exactement. Ouais. Et il a vécu pendant 2 ans avec un cancer de pancréas. Moi, je n'en revenais pas. Je me suis même demandé si c'était bien. C'est un des pires cancers. C'est un des pires cancers. Et il est mort sans problème, sans moi. Il est mort brutalement. Et donc, pendant 2 ans, cet homme a vécu sans angoisse, uniquement parce qu'il avait cette possibilité. Ouais. Et en Belgique, 80% des gens souhaitent maintenir la loi uniquement pour cette raison-là, de désangoisser, alors qu'il y a seulement 2,5% des gens qui demandent l'euthanasie. Je reviens à cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Comment la décision est-elle prise? C'est collégial? Qui décide vraiment? Il y a la famille, il y a le patient, il y a le médecin. Enfin, comment... Soit le patient la demande parce qu'il décide d'arrêter les traitements et il sait que cet arrêt va entraîner des souffrances. Soit c'est le médecin qui le décide parce que la personne n'est pas en état de s'exprimer. Mais est-ce que c'est pas plutôt le médecin qui a la main quand même malgré tout? Parce que c'est lui qui maîtrise les données médicales par définition. Vous voyez ce que je veux dire? Quand la personne n'est pas capable quand elle est capable de s'exprimer, c'est elle qui décide. Le médecin va la suivre en principe. Je parle sous le contrôle de médecin, mais en principe. Vous êtes un peu dubitatif, c'est ça? Complètement dubitatif. En principe. Alors vous nous expliquerez. Moi je vous donne le principe. Oui. Quand elle n'est pas consciente, là, le médecin, à la suite d'une procédure collégiale, c'est-à-dire il va avoir des avis, il va discuter avec l'équipe soignante et d'autres, et un membre extérieur, là, c'est lui qui va prendre la décision d'endormir la personne, donc d'arrêter les traitements, c'est la même décision. On arrête, on endort par confort. Pourquoi vous êtes dubitatif? Parce que quand on est malade à ce point-là, c'est peut-être difficile de garder du discernement, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Non, parce que les gens le demandent, l'écrivent dans leurs directives anticipées. Et en face, on trouve toujours des arguments pour dire c'est pas encore le moment. Vous avez des douleurs, mais on peut peut-être encore les contrôler. Et c'est pas au médecin de décider si les douleurs sont incontrôlables. C'est au malade de dire je n'en peux plus. Et c'est ça qui est important. Actuellement, on a une loi médicale. Et comme disent les Belges, nous, on a une loi de citoyens. C'est toute la différence. Valérie Depaille, il y a cette histoire de directive anticipée. Oui. Je recherchais le... C'est pas si simple parce qu'on peut les écrire et être Je crois qu'il y a une histoire, il y a le Conseil constitutionnel. Il y a eu une décision, en novembre 2022, il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, parce qu'une personne dans ses directives avait écrit qu'elle voulait être maintenue en vie, quel que soit son état, c'est-à-dire quel que soit son état, elle voulait maintenue en vie tant que c'était possible. En principe, les directives anticipées s'imposent aux médecins, donc il les suit, il ne discute pas. Simplement, il y a 2 exceptions, dont une est l'urgence, elle ne pose pas de problème, elle est logique, et l'autre réside dans des directives qui seraient manifestement inappropriées, qui laissent donc au médecin une marge de décision. Là, la personne était dans le coma, moi j'ai lu la décision, on en parlait. Il semblait qu'elle était en coma, voire en coma dépassé. Le médecin a voulu arrêter les soins et les proches de la personne ont saisi la justice parce qu'il a utilisé cette exception. Donc, la question qui se pose est qu'est-ce qu'une directive ou qu'est-ce que sont des directives manifestement inappropriées? Mais heureusement que cette exception existe. Et on voit vraiment toute la complexité de la prise de décision. Je voudrais qu'on parle des soins palliatifs, parce que c'est quand même... On l'évoque en permanence, mais il y a quelques chiffres, moi, je vous l'avoue, qui m'ont frappé, pour ne pas dire choqué, la question de l'accès réel aux soins palliatifs en France. Dans un département français sur 4, on va voir les chiffres, dans un département français sur 4, il n'y a tout simplement pas d'unité spécialisée. Et concrètement, selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, 70% des patients qui en ont besoin n'ont pas accès à ces points. Elle est peut-être là, l'urgence, Florence Lassaranne. En même temps, l'hôpital français est en crise, donc les soins palliatifs aussi, c'est peut-être une évidence. Mais en particulier, l'idéal serait quand même, si c'est possible, de mourir à domicile, si on peut, si la famille est d'accord. C'est ce que souhaite quand même... Et lors du vieillissement aussi, le fait de mourir chez soi, je pense que ça peut aussi un petit peu adoucir les choses.
Mais est-ce que ça veut dire qu'avant de changer la loi Claes-Leonetti, il ne faudrait pas améliorer notre système de soins palliatifs? Est-ce qu'on fait une loi parce que le système est insuffisant, ou est-ce qu'il faut modifier la façon d'accompagner? Moi, je pense qu'il y a encore une marge de progrès très importante sur la façon d'accompagner. Et comme de toute façon, là, il n'y a plus d'erreur médicale, il y a plus de... Tant que le malade, on peut le sauver, qu'il y a une histoire de survie. C'est vrai que là, la responsabilité du soignant est tout entière. Une fois qu'on sait que l'issue est fatale et imminente, moi, il me semble qu'on peut mettre là, quand même le paquet pour accompagner correctement, mais également avec des paramédicaux. C'est pas forcément... on parle beaucoup de l'infirmière. Je pense qu'il y a aussi nécessité d'ailleurs que les étudiants en études médicales ou l'infirmière soient initiés aux soins palliatifs à la fin de vie, et ça manque cruellement. Puis la fin de vie, ça peut être très tôt dans la vie. Moi j'étais pédiatre de réanimation, et je peux vous assurer que c'était pas toujours facile de prendre des décisions. Maintenant, on fait vraiment des soins palliatifs, même en salle de naissance, au nouveau-né. Ça peut être déjà... il y a des moments dans la vie, il peut y avoir des enfants atteints de maladies cancéreuses incurables. Enfin, ça se pose à n'importe quel moment de la vie. Alors, on va... allez-y. Je pense qu'il y a deux problèmes pour les soins palliatifs. Il y a un problème quantitatif et un problème qualitatif. Le problème quantitatif, c'est exact, et il n'y a pas assez de structures de soins palliatifs. Mais comme vous l'avez dit, on est en pleine crise hospitalière. On a supprimé 40% des lits d'hospitalisation. On est en pleine crise médicale. On a supprimé 25% des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Où allez-vous? Ce n'est pas un problème d'argent. Où allez-vous trouver et la technique, les lits et les hommes et les infirmières? Donc ça, c'est un premier problème quantitatif. Puis un problème qualitatif, tout de même, c'est que les soins palliatifs, ça doit répondre à un éventail de possibilités. Ce n'est pas seulement des secteurs, des ghettos de gens qui sont en train de mourir. Ce que vous dites me semble tout à fait exact. C'est-à-dire qu'il faut que les malades puissent mourir à domicile, dans des conditions humaines satisfaisantes. Or, actuellement, il y a une philosophie au niveau des soins palliatifs qui est tout de même très restrictive. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans un schéma, je dirais qu'avec une notion religieuse des soins palliatifs, puisqu'ils ne le cachent pas. Je veux dire, il y a une orientation qui ne correspond pas au désir de tout le monde. La Société française de soins palliatifs a une orientation. C'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, son programme est tout à fait calqué sur des programmes religieux. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi c'est Dieu qui a pouvoir de vie et de mort sur les humains. Et vous avez deux philosophies. Je ne comprends pas vous avez tout à fait ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous avez deux choses qui sont vous avez la vie coûte que coûte, qui est soutenue par tous les mouvements monothéistes. D'accord, oui. Et puis de l'autre côté, vous avez la lutte contre la souffrance. En médecine, heureusement... Mais c'est pas seulement les religions monothéistes, c'est humain, quoi. On veut à la fois vivre et ne pas souffrir, vivre le plus possible. Mais je dis heureusement. C'est contradictoire, quoi. À un moment de la vie, ça peut devenir contradictoire. Dans nombre de cas, on arrive à répondre aux deux. Vous guérissez quelqu'un, à la fois vous supprimez la souffrance et vous lui donnez la vie. Mais il y a un moment où la maladie prend le dessus. Et c'est là où le choix doit se poser. C'est-à-dire que le citoyen est confronté à deux choses. Est-ce que je préfère la vie coûte que coûte ou la lutte contre la souffrance? Et ça dépend, je dirais, des orientations philosophiques et religieuses de chacun. À ce moment-là de la vie, c'est insupportable d'être infantilisé, finalement. C'est insupportable que quelqu'un d'autre décide pour vous. Oui, alors la religion peut aussi être un support dans ces moments-là. Je vous propose d'entendre tout de suite Monseigneur Mathieu Rouget, qui est évêque de Nanterre, ancien aumônier des parlementaires et qui réagissait il y a quelques jours à ce débat sur la loi Claes-Leonetti, euthanasie ou pas. Nous sommes là pour choisir la vie. Cette question, l'euthanasie, revient régulièrement dans le débat. C'est une question très sensible sur laquelle il ne faut pas être caricatural. On ne peut pas parler de ce sujet avec des formules à l'emporte-pièce. Mais en même temps, rien n'est plus important qu'aujourd'hui accompagner les personnes en fin de vie ou dans des situations de handicap ou de maladies chroniques très lourdes pour qu'elles puissent vivre le mieux possible. Parce que l'honneur de notre société, c'est de permettre à chacun d'être accompagné dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque qui a beaucoup de mal avec la fragilité. Nous sommes aussi dans une époque où on voudrait faire comme si
la mort pouvait être en quelque sorte évacuée. Nous croyons que la mort doit être assumée et accompagnée. Florence Lassarade, dans une république laïque comme la nôtre, quelle place il faut donner aux arguments de la religion catholique ou d'ailleurs des autres religions monothéistes? Moi, je pense que la religion, c'est une affaire très personnelle. Je ne vois pas en quoi la religion s'immisce dans la fin de vie. Et dans l'ensemble, il ne me semble pas que les Français soient tellement favorables à ce que ce soit la religion qui décide. Chaque expérience est vraiment unique et personnelle. Et moi, ce qui me gêne même dans les rédactions anticipées de volonté des directives anticipées, ouais, on cherche. Ce qui me gêne, c'est que tant qu'on n'est pas malade et qu'on n'est pas confronté à la maladie, on peut vivre probablement sans religion. Enfin, c'est la mort qui a créé les religions, en fait. C'est la peur de la mort qui a quand même aussi créé les religions. Je ne pense pas qu'on puisse évacuer ça totalement. Mais je pense que ce sont des décisions tellement individuelles, parfois familiales, que c'est... je ne crois pas que les Français se laissent diriger par leur religion en matière de directives anticipées ou de soins palliatifs. Il y en a certainement, c'est un support, une aide à un moment donné. Bon. Ça permet de peut-être mieux passer le temps. Je vais reprendre la main à maman pour parler de la Convention citoyenne, parce que si on évoque ce sujet de la fin de vie dans Sens Public, c'est parce que dans quelques jours, voilà, on aura fini de tirer au sort les citoyens qui vont participer. Jérémy Heitzmann, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Jérémy. Alors en quoi consiste cette Convention citoyenne sur la fin de vie ? Bien, c'était une volonté du président de la République qui a confié son organisation au Conseil économique, social et environnemental avec un fonctionnement finalement assez semblable à celui de la Convention citoyenne pour le climat. Concrètement, cette Convention citoyenne sur la fin de vie réunit 150 personnes tirées au sort depuis fin octobre jusqu'à début décembre, donc dans quelques jours, qui devront discuter de cette question précise. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Des citoyens indemnisés et sélectionnés selon plusieurs critères, le genre, l'âge, le lieu de résidence, rural ou urbain, la région d'origine, le niveau de diplôme et la catégorie socio-professionnelle. L'idée étant d'obtenir un panel évidemment le plus diversifié et représentatif possible, une mini-France qui n'exclut personne, ni les soignants, ni les militants, selon les organisateurs. Et quelles seront les grandes étapes de cette convention? Eh bien, premier rendez-vous le 9 décembre à Paris, et au total, ce sont 9 sessions qui auront lieu jusqu'à mars. Des sessions organisées en 3 phases. Il y aura une phase d'appropriation et de rencontre, puis une phase de délibération, et enfin une phase d'harmonisation et de restitution des travaux. Des conclusions des travaux qui seront présentées fin mars 2023 au gouvernement pour aiguiller sa décision de changer ou non la loi Claes-Leonetti sur l'accompagnement médical de fin de vie. Pour l'instant, l'exécutif s'est uniquement engagé à revenir vers les citoyens et leurs propositions, mais cette fois, pas de promesse d'application sans filtre d'Emmanuel Macron, qui avait été très critiqué pour ne pas avoir tenu ses engagements vis-à-vis de la Convention citoyenne pour le climat. Merci Jérémy. Valérie Depadt, je reviens vers vous sur cette question de la Convention citoyenne. Donc on va avoir des Français, on l'a bien compris, une mini-France là, qui va se retrouver à devoir trancher ce dilemme qui est d'une complexité absolue. Est-ce que on l'a déjà fait, on l'a fait en matière de bioéthique. On va les former, mais quand même, quoi. Moi, la démocratie, c'est bien. Oui. Donc, je suis pour tout ce qui est démocratique. Simplement, elle est mini-mini, la France, là. Hein. Oui. Parce que 150 personnes avec autant de catégories représentées. Bon. Voilà, et qui au départ ne connaissent pas, ont leurs convictions personnelles, leurs convictions éventuellement religieuses, qui personnellement, vont venir avec leur vie sur le dos en quelque sorte, mais enfin ce ne sont pas des spécialistes. Il faut énormément de temps dans ces sujets pour se débarrasser de ce qui est sa conviction personnelle. Et pouvoir intégrer des arguments et entendre. C'est impossible quand on tire au sort comme ça. Je crois qu'on est tous les trois d'accord. On travaille sur ce sujet depuis longtemps. Bien souvent,
ou en tout cas en droit, en tout cas je vais parler pour moi, c'est assez facile d'habiller ses convictions, on trouve toujours une règle qui va le permettre. Et c'est très difficile de travailler enfin très difficile, en tout cas ça demande de l'expérience. Donc je suis un tout petit peu sceptique. Voilà. Un tout petit peu sceptique. Florence Lassaradde, à la fin de ce processus, c'est le Parlement et le Sénat qui reprendront la main, quoi, de toute façon, il faut le rappeler. Est-ce que le Parlement, c'est déjà pas une mini-France, c'est suffisamment représentatif de la population? Moi, je m'agace de toutes ces conventions citoyennes pour tous les... Enfin, ça fait moi 5 ans que je suis parlementaire. On va de convention citoyenne en convention citoyenne, alors que au Parlement, on peut et on doit débattre de ces sujets. Et en commission, on approfondit les choses. C'est un peu de la... Comment dire? Je ne vais pas dire que c'est démagogique. Mais ça répond, alors c'est un autre débat, je ne vais pas l'ouvrir ici, mais ça répond aussi à une désaffection des Français pour la politique, les élections, le manque de participation. Enfin bref, c'est aussi pour ça que les conventions citoyennes sont créées. Mais que tout le monde s'exprime très bien, mais bon, nous on a quand même peut-être un peu plus de cartes en main et pour réfléchir bon, on sait que les débats au Parlement sont quand même assez riches, au Sénat en particulier. Et on est ici pour les relayer le plus souvent possible. Laetitia, c'était une promesse forte de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, cette convention citoyenne. Et là, on a le sentiment qu'il temporise un peu. En fait, on est face à un paradoxe parce qu'il l'a porté, cette réforme, il l'a répété. Ses équipes aussi ont fait savoir aux journalistes que ce serait le grand chantier de son dernier quinquennat puisqu'il ne se représentera pas. Et puis, lui-même a ravivé la flamme. Rappelez-vous, quand il a décoré Lynn Renault de la Légion d'honneur en glissant un mot, en glissant ce mot que tout le monde finalement a entendu, on le fera. C'est le moment. Bah oui, c'est le moment. Et puis, cet automne, freinage. Rétropédalage, temporisation, éloignement de la figure présidentielle qui, selon son entourage, ne veut pas incarner le débat. D'ailleurs, ces équipes ont reçu pour consigne de ne pas dire euthanasie. Il ne faut pas prononcer ce mot, mais fin de vie, parce que ça inclut, on l'a dit là tout à l'heure, les soins palliatifs. Et il faut surtout laisser faire, ça aussi c'est une consigne, cette fameuse convention citoyenne, laissez-la travailler. Alors il y a aussi un autre paradoxe, c'est Emmanuel Macron qui dit je n'interviens pas, je fais en quelque sorte de silence, et puis il parle à son retour de Rome, donc il a rencontré le pape au Vatican, il parle en off, comme on dit avec les journalistes, c'est dans l'avion présidentiel, ça se fait souvent, c'est de la communication indirecte, c'est un off, il discute avec les journalistes, alors c'est censé rester confidentiel, mais le président sait pertinemment que ses propos sortiront dans la presse le lendemain, et puis partout, et ça ne loupe pas. Le lendemain, dans le Figaro, par exemple, on apprend que le président avait confié que le pape savait qu'il ne ferait pas n'importe quoi. Alors, on parlait de religion tout à l'heure. Il y a certainement un intérêt, enfin, en tout cas, un souci religieux du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'on comprend qu'il a donné des gages au pape François. Et dans le journal La Vie, il y a carrément des propos directs du président qui sont rapportés, où il aurait dit « La mort n'est pas un acte technique ». Finalement, sans communication directe, vous le voyez, on a appris beaucoup de choses. On a appris, par exemple, que cette question de fin de vie ne concernerait que les majeurs. Donc, on n'aurait pas le modèle belge. Il s'était référé au modèle belge pendant un moment au printemps. Exit le modèle belge. Et puis, qu'il n'y aurait pas de référendum et que rien ne serait décidé avant 2024. Alors, effectivement, ça fait beaucoup d'informations distillées pour quelqu'un qui voulait rester en dehors des discussions. Pourquoi il agit comme ça? Parce que sur cette question cruciale, Emmanuel Macron reste Jupiter et il ne veut absolument pas que le débat tourne, vous savez, rappelez-vous, comme le mariage pour tous, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que la rue s'en empare, il ne veut pas que les Français s'en emparent, ce qui est aussi paradoxal, puisqu'on rappelle qu'il y a une convention citoyenne sur ce sujet, mais il ménage aussi et surtout sa majorité qui est divisée sur le sujet, sa famille, sa propre famille politique, mais aussi, bien sûr, la droite, qu'il soigne cette droite politiquement. C'est quand même inquiétant, je trouve, parce que finalement, l'amiral Emmanuel Macron ne donne pas de cap, lui-même hésite, et c'est lui qui va trancher in fine, avant même que la Convention citoyenne ne commence ses travaux sur ce sujet. On peut d'ores et déjà se poser la question, est-ce que ce sera vraiment le marqueur de son second et dernier quinquennat, ce marqueur social, ou juste une adaptation de la loi Claes-Leonetti que lui-même, Emmanuel Macron, juge inadaptée, il juge qu'elle est floue pour certains cas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, j'allais vous donner la parole. Vous êtes gentil. Je crois que ce qui est dommage, et là je vous rejoins tout à fait, c'est que les parlementaires, le 8 avril 2021, ont voté à 240 voix contre 24
un projet de loi, tout au moins l'article 1er, au cours d'une niche parlementaire. Et cet premier article dit qu'ils acceptent l'aide active à mourir. Je n'utilise pas le mot euthanasie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc cet article a été fondamental. Sauf que c'était une niche parlementaire et à minuit, il y avait 4000 amendements et c'était mis de côté. Mais ce qui est dommage, c'est que 296 parlementaires de toute tendance ont été voir Jean Castex en disant « Ce débat était insuffisant, ce n'est pas une niche parlementaire qu'il nous faut un vrai débat parlementaire. » Et on lui a dit « niet ». Alors je pense qu'il a dit « niet » parce qu'il a dû en parler au président de la République. Ouais. Et je pense que c'est au Parlement de se décider. Moi, je ne veux pas de loi. Ça aussi, je pense que c'est une façon de détourner le problème et de ne pas aller jusqu'au bout. Mais pas de référendum non plus. Non, mais l'enchaînement convention citoyenne et vous nous l'avez dit, et ensuite quand même le Parlement, il y a bien un moment aussi, la Convention citoyenne dit ben oui, il faut changer la clause d'unity, il faudra y venir au Parlement. Donc cet enchaînement-là et la responsabilité donnée à des citoyens français tirés au sort représentatifs, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça recule le problème. Ouais. Moi, je pense que ça va se terminer au Parlement, et c'est normal, c'est le rôle du Parlement, que le Sénat va jouer son rôle. Actuellement, vous avez 4 projets de loi qui ont été déposés par des partis politiques différents au Parlement. Vous avez un projet de loi qui, pour nous, mon association est l'idéal, de votre sénatrice, Madame de La Gontrie, qui est bien, qui est honnête, qui précise les choses de façon assez claire, tout en n'étant pas excessive. Et donc, ce sont des bases de discussion et laissons les parlementaires agir, c'est leur rôle. Alors, ce débat, il questionne les croyants, les religieux, on l'a vu tout à l'heure. Il questionne évidemment aussi les médecins, des médecins qui ont été apostrophés par Alain Koch, qui était atteint d'une maladie incurable. Il a fait 2 grèves des soins, grève de la faim, on est en 2020, pour réclamer ce droit à l'euthanasie. Il est mort 2 mois après cette interview. Il est allé en Suisse pour un suicide assisté. On écoute. Dans les facs, depuis 50 ans, on leur enseigne que la mort est un échec du médecin. C'est pas le cas. Ça fait partie du cycle de la vie. Le cycle de la vie n'est pas un échec. Le rôle d'un médecin, c'est d'accompagner le patient dans ses pathologies, de le guérir quand il le peut et de soulager quand il ne peut plus. La mort est un échec pour... c'est comme ça que c'est perçu par beaucoup de médecins, dit Alain Koch. Ça nous renvoie au serment d'Hippocrate. Alors j'ai eu la curiosité de revoir ce texte revu par l'Ordre des médecins il y a 10 ans. Alors il y a 7 extraits évidemment qui concernent notre débat. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. On est au cœur de ce serment d'Hippocrate. Valérie Depal, est-ce que le système actuel permet aux médecins, donc je rappelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça permet aux médecins d'être en accord avec ce serment d'Hippocrate? Oui, puisqu'ils ne transgressent pas l'interdit d'attenter à la vie. Donc c'est certain. Maintenant, je ne prolongerai pas les agonies, on en a parlé, on n'est pas tout à fait sûr de ne pas prolonger l'agonie avec une sédation profonde et continue. Il faut savoir quand même qu'il y a eu des actions en justice de la part de proches parce qu'ils ont trouvé atroce ce que semblait vivre leurs proches décédés pendant cette sédation profonde et continue. Donc vous voyez, le serment d'Hippocrate, là, il est interprétable, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûre qu'actuellement on ne prolonge pas l'agonie. La mort est un échec, nous dit Alain Koch. Est-ce qu'effectivement les médecins sont forts... et ça explique peut-être les acharnements thérapeutiques auxquels on peut assister parfois. Est-ce que les médecins sont... c'est logique, les médecins sont formés à prolonger la vie et à soulager nos souffrances. Non mais le médecin, pour moi, pour mon éthique, doit s'occuper de la naissance à la mort. Oui. C'est son rôle. Il n'a pas à démissionner au dernier moment. C'est son rôle d'accompagner le patient et de répondre à la demande du patient, ce qui n'est pas dans le texte. Ce n'est plus le serment d'Hippocrate, c'est le serment du Conseil de l'Ordre, soyons clairs. Le serment d'Hippocrate, il a été, il y a 400 ans après Hippocrate, il a été changé au moins 4-5 fois. Moi, ce que j'ai prononcé en 68 n'a plus rien à voir, pas rien à voir, j'exagère. Donc là, celui-là, c'est celui de 2012. Voilà, c'est celui rédigé par le Conseil de l'Ordre. Appelons les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut changer. Dans le serment d'Hippocrate, il y avait « je ne ferai pas d'avortement ». Vous le savez très bien que ça a disparu. Donc c'est un texte qui change. On pourra le faire évoluer. Bon. Donc je pense que... Je pense que le médecin doit, Koch a tout à fait raison, M. Koch, il doit s'occuper et répondre à la demande du patient jusqu'au bout. Et les médecins ne sont pas formés à ça.
Alors, soyons clairs, ce n'est pas dans la philosophie, dans la déontologie médicale. Et c'est un vrai problème. Plusieurs pays d'Europe qui autorisent dès aujourd'hui l'euthanasie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne. Alors, je voudrais quand même, il nous reste quelques minutes, qu'on parle de la marchandisation de la mort, Florence Lassaradde. Est-ce que c'est une dérive qu'il faut craindre si on rentre dans cette liste de pays qui autorisent l'euthanasie? C'est un des écueils. Il y a des endroits où on propose un décès 4 étoiles. Enfin, il y a des. C'est vrai. Si on pense à la Suisse, par exemple, ça peut être marchandisé. Moi, je préfère. Ça coûte combien? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, aucune idée. Ça coûte combien? Aucune idée. C'est entre 10 000 et 12 000 euros. Dans ces pays-là? En Suisse. On pourrait aussi parler de l'Oregon. Donc aux États-Unis? Où on laisse pendant 6 mois le nécessaire à disparaître. Et si au bout de 6 mois, la personne ne l'a pas utilisé, il rend le produit. Et s'il y a une réévaluation, savoir si on lui laisse plus longtemps, etc. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi, en dehors des médecins, responsabiliser aussi la personne? Enfin, est-ce qu'il faut aider la personne à évoluer sur le sujet ou pas? D'ailleurs, j'en sais rien. Ça ne doit pas être un sujet uniquement médical, mais je pense que, là je vous rejoins, il n'y a pas de formation même aux soins palliatifs dans les études médicales, il faut se spécialiser. Enfin, c'est pas... il y a un accompagnement de psychiatre, de psychologue ou pas? Alors, non, pas systématiquement. Non, parce que de toute façon, il manque de psy. Aberrant. Absolument. C'est aberrant. Absolument. Le manque de personnel, je pense. La crainte de la mort, c'est l'angoisse. Enfin, il y a cette souffrance physique, mais il y a la souffrance, la peur de mourir aussi qui existe, ou l'acceptation ou pas. Quand les soins s'arrêtent, il y a un moment où on bascule, on dit bon bah c'est vrai, il n'y a plus rien à faire, on accepte et donc on peut cheminer vers la mort. Mais tout ça, c'est je sors un petit peu du sujet là. Non, mais de toute façon c'est passionnant. Sur la marchandisation, si on vote une loi en France. Alors évidemment, il y aura plus ce côté insupportable d'être obligé d'aller à l'étranger, de devoir quitter son environnement naturel, habituel, c'est pour mourir. Mais il y aura peut-être aussi du business de la mort en France. Alors, je voudrais d'abord dire que quand vous regardez l'Hexagone, tous les pays qui sont autour de l'Hexagone ont évolué. On est le seul à ne pas avoir évolué. Y compris l'Allemagne, y compris l'Italie, qui ont évolué, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, etc. Oui, alors c'est euthanasie, suicide assisté, voilà, c'est deux formules un peu différentes. Le problème est posé. Vous voyez, le problème est posé. Alors qu'en France, on ne bouge pas. Très vite sur la marchandisation. Eh bien, si vous voulez, la Belgique, ça fait 20 ans qu'ils ont d'expérience. Il n'y a pas de marchandisation. Je connais bien le problème. Il y a une marchandisation en Suisse, parce que voilà, les Français sont obligés d'y aller. Mais donc, s'il n'y a pas de Suisse, il n'y aura pas de marchandisation. Donc c'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire et c'est pas obligatoire. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Denis Labelle, je rappelle le titre de votre livre, Le médecin, la liberté et la mort, pour le droit de choisir sa fin de vie chez Plon. Je vais terminer par un sourire, parce que j'espère que vous ne m'avez pas trop entendu tousser, mais ça doit être psychosomatique. On fait un débat sur la fin de vie et je tousse comme c'est pas permis pour la première fois de la saison. Bref, voilà. Merci à tous de votre fidélité. Je vous dis à lundi. Merci Laetitia d'avoir participé à cette émission, évidemment, et désolé d'avoir oublié de vous présenter en ouverture. Voilà, l'invité de la matinale de Public Sénat demain, ce sera Jean-François Colosimo, qui est historien des religions et éditeur. Il sera face à Oriane Mancini. Belle fin de soirée à toutes et à tous, avec ou sans tout caverneuse.